ou est-ce que parce que fondamentalement, c'est plutôt ceux qui ont été dans la recherche du pouvoir qui n'ont jamais été à la hauteur de ce pouvoir? Ça, c'est la crise du politique actuel. C'est-à-dire le fait qu'on se rend compte... Elle n'est pas nouvelle, cette crise. Exactement, mais on se rend compte progressivement, et ça fait partie de nos croyances partagées, on se rend compte progressivement que peut-être que ceux qui sont animés du bien public ne veulent pas notre bien. C'est ça qui est à l'origine de l'effondrement de la tour de nos croyances partagées. C'est-à-dire que pendant 5 siècles, on a pensé que, justement, le gouvernement moderne, que ce soit celui des despotes éclairés ou celui des maîtres que nous avions choisis démocratiquement, était là pour notre bien et pour l'organisation de la société. Ça n'est pas le cas, et c'est bien ça la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le peuple, justement, n'est pas con, il a très bien compris cela. Et la crise des Gilets jaunes, elle est exactement là. C'est la crise de gens qui disent « Moi, j'ai tout fait bien, comme tu m'as dit, hein, pour parler comme Coluche, et maintenant j'ai tort ?» C'est quoi ce délire? Eh bien, c'est ça, en fait. L'irruption de la parole des Gilets jaunes à l'intérieur de la cité française, de la société française, c'était l'irruption d'une exigence, justement, de bien public. Une exigence de bien public, une exigence, pas une exigence de probité. Je veux dire, les vertus, l'exigence de vertu, c'est quand on n'a plus rien à dire. Hein, les vertus privées ne font pas la bonne gouvernance. Sinon, ça se saurait, et sinon Churchill aurait été le pire des gouvernants possibles, parce qu'en termes de vertus privées, il était un petit peu short. Mais c'est pas ça le sujet. Et c'est pour ça que je parle de sortir de l'utopie, sortir de l'idée que demain, ça sera mieux. Sortir de l'idée que parce qu'on vote pour machin, ça sera mieux. Sortir de l'idée que parce que on va, je le répète, mettre quelques têtes de milliardaires au bout des pics ou décarboner l'économie, ça sera mieux. C'est pas ça le truc. Il y a bien tout un rapport profond d'éducation à soi-même, et donc le peuple n'est pas con, non, loin de là. Il a très bien compris un certain nombre de choses. Le problème, c'est qu'il est livré à lui-même et qu'il manque la petite capacité d'autoréflexion qu'on n'acquiert que dans la spiritualité. Dans la spiritualité ou potentiellement dans un engagement militant, politique, qui peut se rapprocher aussi de la spiritualité. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Je voudrais simplement faire un petit détour sur la question de l'hétéronomie et de l'autonomie. Je pense que justement la modernité depuis le XVIe siècle, c'est la fin de l'hétéronomie. Et donc du coup, elle a développé l'autonomie, c'est-à-dire que les hommes produisent des lois pour les hommes. Ce n'est plus une loi qui vient de l'extérieur. Sinon, ça ne marche pas. Le projet de la modernité, c'est justement l'émancipation. Tu citais tout à l'heure Emmanuel Kant sur c'est le fait de se dégager de toutes les tutelles, c'est pour se penser par toi-même. Et donc, du coup, dans le parcours occidental, nous avons eu un moment une déconnexion entre ce qu'on appelle le divin et l'humain. Et c'est à partir de cette connexion-là qu'on est rentré vraiment dans cette exploitation, je dirais, de la planète, de l'homme. Il y a toute une idéologie qu'il y a derrière. Ce n'est pas pour rien. Et donc cette idéologie qui est devenue aujourd'hui le néolibéralisme, qui est devenue cette idée du capitalisme, c'est-à-dire que globalement, s'il n'y a pas une réflexion, ne serait-ce que sur ces deux éléments, et puis sortir du cas français, c'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, penser qu'un gouvernement ou un pays peut s'en sortir tout seul, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que si à un moment, s'il n'y a pas un saut quantique quelque part pour dire que c'est l'espace européen qui doit dire quelque chose vis-à-vis du monde, nous n'y arriverons pas. Cela nécessite aussi une conscientisation aussi de la population qui doit elle-même entrer dans l'idée de la complexité. Le monde est complexe et il devient de plus en plus complexe. Or, les citoyens ne sont pas encore entrés dans cette complexité. Nous ne les avons pas fait entrer complètement dans cette complexité. Et donc, du coup, il y a un imaginaire en termes d'attente, comme le Messie. Mais ce qui est très intéressant, par exemple, chez les Juifs, c'est que le Messie, il est fait pour ne pas venir. Sinon, ça veut dire que l'histoire, elle est finie. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. C'est la fin de l'histoire. Et donc, du coup, dans cette attente-là, on pratique. Or, ce qu'attendent les gens, ce sont les citoyens, c'est pas que des lendemains qui chantent, c'est pas ça du tout. C'est que ce que demandent les citoyens, nous, on a fait tout un... Je pourrais vous en parler si vous le souhaitez. On mène toute une recherche sur la notion de la reconnaissance avec les institutions, les citoyens, je pourrais vous en parler, sur la question du mépris, de l'humiliation. Ce qu'attendent les citoyens, c'est simplement qu'on leur ouvre la possibilité d'agir. C'est ça le plus important. Et que le discours, par exemple, populiste que nous entendons, c'est parce que les gens ont une impression d'une impuissance à changer la réalité. Et que les fonctionnaires ont ce sentiment que, quoi qu'ils fassent, malgré tous les efforts qu'ils
peuvent faire ou qui puissent faire, ça ne change pas la réalité. Dans les associations, dans les quartiers populaires, c'est aussi ce sentiment d'impuissance à changer la réalité. Et quand vous avez un discours comme Zemmour ou comme Mélenchon, etc., qui prétend redonner de la puissance aux gens, les gens adhèrent à ça parce que ça leur ouvre la possibilité eux-mêmes de pouvoir agir. Et c'est ça le plus important, c'est que comment on réouvre les possibilités pour que les gens puissent agir. Et cela veut dire aussi comment accepter de partager une partie du pouvoir. C'est cela aussi qui nous est demandé. C'est-à-dire que si nous voulons être à la hauteur des défis qui nous attendent, cela nécessite aussi de repenser les institutions qui ne collent plus du tout à ce que, je dirais, aux problématiques. Globalement, les institutions sont issues d'un imaginaire, d'une histoire politique, ça. Or, les défis qui nous attendent nécessitent une innovation en termes, je dirais, de politique publique et surtout institutionnelle. Et la question de changer d'imaginaire, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Moi, je le vois bien en France, on a deux gros imaginaires globalement. On a l'imaginaire monarchique, il suffit de voir simplement la manière dont ça se passe avec M. Jupiter, avec la manière dont on met en scène le couronnement quand même du roi prince, etc. On est à Reims, il y a cet imaginaire-là, puis il y a un imaginaire, et un autre imaginaire, ça c'est l'imaginaire de la centralisation, de la puissance, etc. Puis un autre imaginaire qui est celui de l'Empire. Que globalement, en France, on n'a pas fait encore le deuil de l'Empire. Et donc du coup, comme nous avons été grands, avec des territoires immenses, notre imaginaire est encore celui de l'Empire, alors que nous ne sommes plus du tout un empire. Et donc, du coup, le plus difficile pour faire ce travail-là, c'est de faire le deuil qu'on n'est plus un empire et de changer d'imaginaire pour essayer de se dire, voilà ce que nous sommes et voilà ce que nous voulons. Moi, je dis souvent, par exemple, que l'islam en tant que religion et la France, ils ont le même problème. Tous les deux ont été deux empires. Et tous les deux ne veulent absolument pas du tout renoncer à être un empire. Et tous les deux ont des bouts d'empire qui continuent à exister. Absolument. Et la France continue à exister sur cette logique avec les Antilles, avec... je vais vous faire mais parce qu'ils sont encore français. Regardez comment on traite ou on ne sous-traite pas l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, qui est tout à fait loin d'être terminée. Bon, c'est petit, 130 000 habitants, mais ça existe. Et on continue à être là-dedans. Et pour l'islam, c'est la même chose. Oui. Les différents islams sont l'islam indonésien n'a rien à voir avec... n'ont pas rien à voir, mais très loin de l'islam du Maghreb, très loin de l'islam de l'Iran, qui n'est pas le même que celui de l'Irak, et ainsi de suite. Mais pourtant, toujours, ça joue sur cet imaginaire qu'une puissance existerait. Oui. Toujours la même chose. C'est vrai, vous avez raison, mais il faut aller encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaie de penser les choses d'un point de vue global et mondial, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons faire un pas de côté et sortir de notre logique chrétienne, quelque part, sécularisée. Parce qu'on dit judéo-chrétienne, mais en général, c'est faux, parce que le christianisme est une manière d'annexer le judaïsme, et que le terme religion n'existe pas en hébreu, et que ça ne veut pas dire relier, etc. Dans le monde sémitique, ça renvoie à la voie à suivre, et que la question de la foi, quand on en discute d'un point de vue entre nous, beaucoup de juifs ne s'y reconnaîtraient absolument pas. Vous voyez, donc c'est difficile parce que ça veut dire non seulement nous devons sortir de cet universalisme abstrait que nous avons construit avec les Lumières, etc., ce qui n'est pas facile. Deux, nous devons essayer de voir qu'il y a d'autres pensées qu'on a appelées subalternes qui ont aussi des choses à nous dire, et cette nécessité de nous décentrer par rapport à notre vision du monde. Sinon, quelque part, on n'y arrive pas. Mais peut-être que je fais un lien hasardeux, Régine, mais là-dessus, c'est un peu l'idée aussi de tout à l'heure sur comment faire en sorte d'arrêter de penser en eux et nous en tant qu'ennemis, amis. Et là, c'est ce que j'entends finalement un peu dans ce que tu dis. C'est comment justement on se décentre et on arrive à faire communauté. Absolument, mais je ne pense pas qu'on puisse sortir de l'ami-ennemi. Je pense qu'anthropologiquement, je vois mal comment on peut sortir de là. On peut essayer d'élaborer plus de solidarité sur un certain nombre de biens communs, mais il y a des pensées en Amérique du Sud, il y a des pensées en Afrique et ailleurs qui nous obligent à repenser notre universalisme, qui nous obligent à repenser, je dirais, nos 300 ans, globalement, depuis la Renaissance, sur la manière dont on a procédé. C'est-à-dire que globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'état d'effondrement dans lequel nous sommes, il est lié à une séquence du régime occidental. Et ça, à un moment, il va falloir le reconnaître.
Le reconnaître et accepter non seulement de faire ce travail de déconstruction, mais accepter aussi d'être irrigué par les autres. Les autres ont des choses à nous dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on mette en commun nos récits. Et que les récits des autres, ils ont aussi le droit d'exister. Et que pendant très longtemps, on a pensé que notre récit, c'était le seul, l'unique, l'occidentalisation du monde. Et on voit c'est-à-dire que globalement, l'exploitation de la terre, l'exploitation des peuples, etc., c'est une même mainmise, je dirais, du matérialisme, je dirais, dialectique. Hein. On a changé de transcendance, etc. Mais aucune société ne peut se passer du sacré. Aucune société ne peut se passer du récit. Aucune société ne peut se passer des symboles. Et c'est ça véritablement les questions qui font qu'il y a du lien. Sinon, chacun est renvoyé aujourd'hui dans sa propre solitude, globalement, mais s'il n'y a pas quelque chose qui transcende tous les individus que nous sommes, quelles que soient nos appartenances, il n'y a pas de vision. C'est le problème. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de dépérissement, il y a une espèce d'éboulement, parce qu'il n'y a rien qui tire. Moi, je ne suis pas pour le retour du religieux, etc. Je dis que dans le fonctionnement du religieux, il y a des choses qui peuvent nous intéresser, parce que notre pensée elle-même, elle s'est construite contre le religieux, et parfois elle est dans une espèce d'impensée dans le religieux, elle traite du religieux, mais sans se rendre compte que c'est du religieux. Vous voyez, donc c'est aussi simplement ça. Mais comme, je dirais, moi j'enseigne aussi à la faculté protestante de théologie, donc du coup je suis en dialectique avec tout ce travail du théologique, et je trouve qu'il y a tout un pan entier de la théologie. En fait, il faudrait qu'on devienne tous des théologiens, mais d'un point de vue profane, parce qu'il y a des intuitions ici qui peuvent nous intéresser. Et je vous donne simplement sur le plan coranique, vous voyez, parce que j'ai lu ton livre jusqu'à plus de la moitié, mais l'idée que la